Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro 2012 de Parlement Hebdo. L'occasion pour nous, bien sûr, de vous présenter nos vœux, n'est-ce pas, Michael Zametz? Bonne année. Bonjour. Bonne année. Alors, cette année 2012, eh bien, vous la souhaite plus sereine que cette rentrée parlementaire. Semaine marquée, en effet, par les tirs à boulet rouge entre opposition et majorité à l'Assemblée. Projet de TVA sociale contre projet de suppression du quotient familial. Cette dernière proposition qui a pris l'allure d'un nouveau couac de l'équipe Hollande. On y reviendra. Les petites phrases assassines ont aussi émaillé les vœux. François Fillon qui taxe François Hollande de diabolisation infantile. Bernard Accoyer qui parle de guerre en cas de rendez-vous raté avec 2012. Mauvais climat à tel point que Nicolas Sarkozy et Martine Aubry en ont parlé ensemble devant les caméras. Images qui ont bien sûr a fait le buzz. Enfin, nous reviendrons sur l'affaire qui met en cause l'IGS, la police des polices. Elle aurait truqué une enquête pour mettre en cause des policiers proches des socialistes. À l'Assemblée comme au Sénat, Claude Guéant a été sommé par les socialistes de s'expliquer. Mauvais climat, décidément, à 100 jours de l'élection présidentielle. Et notre invité cette semaine est Didier Guillaume. Bonjour, Bonjour. Sénateur socialiste de la Drôme. Vous êtes aussi le président du Conseil général. Et depuis septembre, depuis que le Sénat a basculé à gauche, vous êtes devenu le vice-président du Sénat. Vous êtes d'ailleurs très proche du nouveau président Jean-Pierre Bel. On vous a même vu beaucoup à la manœuvre pendant et après cette élection, que ce soit avec les Verts, avec le Parti socialiste ou bien même avec la droite. Et certains sénateurs socialistes disent même que vous êtes l'homme qui démine le terrain, voire le bras droit de Jean-Pierre Bel. Alors, votre réponse sur ces quelques interrogations? C'est plutôt un compliment. Prenez ça comme un compliment. D'être en, en phase avec le président du Sénat. C'est vrai que nous sommes proches depuis des années. Et puis surtout d'essayer de faire en sorte qu'au Sénat, nous vivions une démocratie politique apaisée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de débat parfois un peu difficile. Mais ce qu'il faut et ce que veut le président du Sénat, c'est que cette institution garde son histoire. Certains disent aussi, et notamment à droite évidemment au Sénat, que ce Sénat a changé, qu'il est devenu plus partisan. Peut-être est-ce aussi le fait qu'on va bientôt basculer vers la campagne électorale à moins de 100 jours maintenant de cette campagne. Mais le Sénat, ce n'est pas un club de troisième âge où on joue aux cartes l'après-midi. Le Sénat, c'est une chambre politique. Donc c'est normal que la politique soit dans le Sénat. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'avant le 1er octobre, la politique n'était pas présente non plus. Il faut voir par exemple comment les sénateurs ont voté au canon la réforme des collectivités territoriales. Simplement, à 100 jours de l'élection présidentielle, peut-être que la nature change un peu et les femmes et les hommes du Sénat... Vous le sentez ça, vous le sentez? Oui, parce que les femmes et les hommes au Sénat, les sénatrices et les sénateurs attendent avec impatience de rentrer dans cette bataille, la bataille reine de la démocratie politique française. En tout cas, on peut dire que vous avez dépoussiéré l'image du Sénat. Vous parliez tout à l'heure de club de troisième âge. C'est parfois l'image que certains avaient. Si on regarde les séances aujourd'hui, on change d'avis. Ben, c'est plutôt une bonne chose. Le bicamérisme rénové en France tient à cœur au président et nous tient à cœur. Et je pense qu'il faut vraiment que le Sénat joue son rôle à plein. Alors Didier Guillaume, on va dérouler le fil de la semaine avec vous et on va commencer lundi avec les vœux de François Fillon, un Premier ministre à l'offensive. Pour le Premier ministre, ce sont les derniers vœux du quinquennat. La tonalité était toute électorale. François Fillon a sonné la charge contre François Hollande, accusé de se livrer à une diabolisation infantile de la situation de la France. Bref, le Premier ministre s'est lancé lui aussi dans le combat de 2012. Fabrice Cunet. Eh bien, allons à l'assaut de cette année 2012. Et la cible des attaques s'appelle François Hollande. Rarement des vœux à la presse auront été aussi offensifs. Face aux critiques du candidat socialiste, François Fillon n'a pas ménagé ses mots. À écouter M. Hollande, tout n'est qu'échec, iniquité, désolation. Bref, notre pays est dans le gouffre. Je combats cette maladie. La charge du soldat Fillon vise particulièrement le programme du candidat socialiste, ou plutôt l'absence d'un programme clair. J'attends donc qu'il explique précisément comment il entend réduire les déficits, parce que pour l'instant, c'est le flou absolu. On nous parle du paquet fiscal, de la suppression de la réforme de l'ISF, des niches fiscales. Inutile de vous dire que le compte n'y est pas, et de loin. Pour le Premier ministre, le bilan de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement est plus que respectable dans un contexte jugé compliqué. François Fillon a défendu ses résultats, il a aussi défendu l'image de ce quinquennat. Je n'accepte pas ce procès injurieux sur le prétendu gouvernement des riches.
Que diraient d'ailleurs les socialistes si nous laissions entendre qu'ils sont à la solde ou sous la coupe d'une partie de nos concitoyens? Ça, c'est le degré zéro de la politique. Et pour le Premier ministre, François Hollande se livre tout simplement à une diabolisation infantile. Le président sortant n'est pas encore officiellement en campagne, mais François Fillon est déjà son premier porte-parole. Alors Didier Guillaume, qu'est-ce que vous pensez des attaques de François Fillon? On l'a entendu parler de scorpionite, autolyse, bref, c'est l'instinct destructeur qui pousserait à s'empoisonner lui-même comme le fait le scorpion. Est-ce que ça va pas un petit peu loin? Je crois que les Français n'ont pas compris toutes ces attaques, d'abord sur leur consonance, et ensuite les mots, sur les mots nouveaux que personne ne Qui connaissait. sont dans le dictionnaire, Je on a pense vérifié. qu'il faut ranger les snipers au placard. Ce n'est pas le temps de la présidentielle, ce n'est pas le temps, ce ne doit pas être le temps de tous les dérapages. Le Premier ministre a mieux à faire que cela. Il attaque quand même un parlementaire de la République et un candidat à l'élection présidentielle. Et si on rajoutait les dangers, la guerre et tout cela, ce n'est pas digne de notre République. Juste sur les snipers, Laurent Fabius avait dit au sein même du Parti socialiste, il faut des snipers. C'est lui qui avait employé ce terme. Donc vous êtes en contradiction là avec Non, Laurent pas Fabius. du tout. Mais je pense que lorsqu'il y a des snipers d'un côté, il faut répondre. Nous n'avons pas à attendre, l'équipe de François Hollande ne va pas attendre que les choses se passent et en prendre plein la figure. Excusez-moi cette expression triviale. Mais à mon sens, nos concitoyens, aujourd'hui, dans la crise, certains dans la misère, avec 30% d'entre eux qui sont prêts peut-être à voter ou à partager les thèses du Front National, je pense qu'ils attendent mieux que cela. Sur ce point. Didier, c'est justement l'argument que reprend François Fillon quand il parle de diabolisme infantile. Est-ce que l'anti-sarkozysme est la bonne réponse justement dans ce climat de crise grave que nous connaissons? Mais l'anti-sarkozysme est une des réponses. Cette campagne présidentielle se fera sur deux niveaux. Le bilan du président Sarkozy et les propositions de François Hollande. Le bilan du candidat Sarkozy est nullissime, médiocre. Ça a été un quinquennat de division et non pas un quinquennat de rassemblement. Il faudra le dire. Et si c'est perçu comme de l'anti-sarkozysme, ce n'est pas la personne du chef de l'État, mais c'est sa politique. Alors que de l'autre côté, les attaques sont vis-à-vis de la personne de François Hollande. Et puis il faudra aussi, dans cette campagne électorale, faire des propositions, avoir de la cohérence, mais nous y reviendrons sûrement. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut faire attention. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie française, l'élection française, vaut mieux que des petites phrases, que des tweets incessants et tout cela. Je pense pas bon, que ça, c'est pas mieux. Facebook, Twitter, où on voit un petit peu toutes ces phrases et ces hommes politiques qui tweetent, c'est pas bien? C'est la négation de la politique Twitter. C'est la négation de la politique. Tout le monde s'en sert aujourd'hui, hein, Je à ne droite vous dis comme pas à que tout le monde gauche. s'en sert pas, c'est la négation de la politique. La politique, c'est argumenter, c'est débattre. Ce n'est pas en 140 signes, c'est ça que vous C'est voulez pas dire? en 140 signes et ce n'est tweetez pas... pas, vous? Non. Non. Ce n'est pas d'envoyer une phrase avec un seul objectif, espérer d'être repris derrière par une dépêche AFP et par les médias et peut-être par vous-même d'ailleurs. C'est un jeu, à mon avis, qui n'est pas terrible. Un jeu de communication. Oui, Alors, c'est uniquement de la communication. on va passer au mardi, un jour qui n'est pas meilleur que le lundi pour François Hollande. Le cauchemar du jour pour François Hollande tient en deux mots, quotient familial. En ce mardi matin, Manuel Valls, responsable de la communication, annonce sa suppression et son remplacement par un crédit d'impôt plus égalitaire. Dans l'après-midi, François Hollande modère le propos, mais trop tard. À l'Assemblée, la majorité s'est engouffrée dans la brèche. Jean-Baptiste Daoulas. Tout commence avec une déclaration de Manuel Valls ce matin. Le responsable de la communication de François Hollande confirme une information des Échos. Le projet socialiste proposera de remplacer le quotient familial par un crédit d'impôt. Une rupture avec des décennies de politique fiscale et familiale que Nicolas Sarkozy exploite aussitôt. Abroger le quotient familial aurait des conséquences absolument dramatiques pour la politique familiale de la nation. À l'Assemblée, l'UMP se charge de pilonner le projet du camp Hollande. Avec un message, remettre en cause le quotient familial, c'est pénaliser les classes moyennes. Des familles qui aujourd'hui ne paient pas d'impôts parce qu'elles ont des enfants à charge, demain en paieraient. 4,5 millions de ménages seraient concernés pour une augmentation d'impôts moyenne de 1 000 €. En fin de journée, le camp Hollande corrige le tir. Le candidat explique à quelques journalistes qu'il n'est pas question de supprimer le quotient familial, mais tout simplement de le moduler.
Une précision que ces lieutenants martèlent pour éteindre l'incendie. Il y aura une modulation de l'aide fiscale apportée aux familles. Quelquefois, les mots peuvent changer. On peut avoir l'impression qu'un dispositif est supprimé. Moi, ce que je dis, c'est que nous garderons une politique familiale forte, mais elle devra être plus juste qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est en ce sens que le quotient familial va évoluer, va être modulé, va être transformé. Avec le débat sur le quotient familial, les classes moyennes s'imposent comme l'un des grands enjeux de la campagne. Un électorat aussi décisif que difficile à cerner pour les candidats. Didier Guillaume, Bruno Le Roux dit que les mots peuvent changer sur un sujet aussi sensible. Un coup on parle de suppression du quotient familial, un peu plus tard de modulation. Est-ce qu'il ne faut pas être extrêmement précis? Et est-ce que ce flottement n'est pas préjudiciable? Il faut sûrement être précis. Permettez-moi en 1 minute de répondre en 3 parties à cette question. Première partie, en une réponse politicienne. C'est quand même beaucoup moins grave que l'équipe de Hollande, au moment où elle réfléchit sur son programme et des ajustements à faire, que lorsque le gouvernement qui est à la manœuvre est autant de divergences, par exemple, entre le ministre des Transports et le président de la République sur l'affaire de Cifrance ou au niveau de la TVA sociale. Au niveau institutionnel, il est inacceptable que le président de la République, avec les impôts des Français, fasse des vœux dans toute la France. Il a le droit, mais dans son discours, n'avoir qu'un seul objectif, c'est de parler du candidat socialiste, du candidat François Hollande. Et puis la réponse sur le quotient familial. Sur le quotient familial. Et sur d'autres sujets. Et la réponse sur le fond, qui est quand même la plus forte et la plus importante pour moi, c'est que si aujourd'hui, la gauche et François Hollande vont à l'élection présidentielle avec les mêmes recettes éculées que celles qui ont été mises en place dans le passé, nous irons dans le mur. Mais il faut quand même donc un discours clair, unifié, cohérent sur des sujets aussi importants. Madame Laurent, il faut un discours clair. François Hollande a dit... Vous reconnaissez qu'il ne l'est pas trop ce jour-là? Non, il y a eu plusieurs couacs, disons-le. Et alors, est-ce gravissime au moment où les socialistes sont en train d'affiner leur projet? François Hollande a dit clairement, seule ma parole compte. Il présentera son programme et sa cohérence dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec les moyens modernes de communication, chaque mot prononcé est un mot qui est repris directement. J'aurais préféré que cela ne se passe pas comme ça s'est passé. On est d'accord. Et alors, c'est quand même pas gravissime. On est en train de caler le programme. Et aujourd'hui, dire que le quotient familial est injuste et qu'il faut le faire évoluer, c'est aller dans le sens de la modernité. Et sur le fond, vous allez quand même vous en prendre aux classes moyennes, notamment supérieures, mais ces classes moyennes, ces classes populaires, est-ce que vous avez vraiment l'impression de vous adresser à elles et non pas l'impression plutôt de partir vers le Front National en ce moment? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire. Pourtant, les sondages et les chiffres montrent que ces classes populaires se dirigent à presque 22% aujourd'hui, sont prêts à voter pour le Front National. Parce que la politique menée par le président de la République et par le gouvernement en place depuis 5 ans et la politique depuis 10 ans a conduit à cela. C'est quand même pas à cause des socialistes que les gens se retournent vers le Front National. Nous voulons changer. Peut-être l'absence de mesures, l'absence de propositions. Mais les propositions vont arriver. Le 22 janvier, c'est sûr. François Hollande a ouvert son local il y a de cela quelques jours. On va en parler dans un instant. Le premier acte qu'il a fait, c'est de recevoir les partenaires sociaux. Changement de logiciel intellectuel. Ensuite, il y aura le grand rassemblement du 22 janvier. Au Bourget. Là où il commencera à élaborer la stratégie et la présentation du programme. Ensuite. Le 22 et ensuite. Il l'a dit très clairement. Sur l'affaire du quotient familial, revenons-y un petit peu si vous le permettez. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Plus j'ai de l'argent, plus j'ai des enfants, plus l'État me donne des sous. Moins j'ai d'argent, moins il m'en donne. C'est quand même très injuste. N'allons pas à l'élection présidentielle de 2012 avec les mêmes recettes éculées que par le passé. Il faut mettre de la justice sociale. François Hollande a dit 2 choses. Pas 1 euro ne sera enlevé à la politique familiale française. Pas 1 euro ne sera enlevé à la politique familiale française. Et en même temps, à l'intérieur de cette masse, ceux qui ont beaucoup d'argent devront en toucher un peu moins par rapport à ceux qui n'en ont pas. C'est clair, et ça sera entendu par les gens les plus en difficulté et par les classes moyennes. Une modulation et pas une suppression, parce qu'il y avait eu un calcul qui a été fait. S'il y avait suppression avec crédit d'impôt de 607 € par enfant, c'était défavorable à tous ceux foyers fiscaux qui touchaient plus de 4 200 € bruts par mois, ce qui ne représente pas à deux salaires. On est d'accord, 2 salaires fonctionnaires de classe moyenne. Et puis surtout, pourquoi il ne faut pas supprimer le quotient familial?
pour l'immense majorité des Françaises et des Français, qui mettent leurs enfants à la cantine sur la base du quotient familial, qui mettent leurs enfants le mercredi aux opérations sportives sur la base du quotient familial, à la médiathèque, la suppression du quotient familial n'aurait pas été une bonne chose. Mais sa modulation est indispensable pour plus de justice. Alors Didier Guillaume, vous l'avez dit, mercredi, François Hollande a inauguré son siège de campagne. Le candidat socialiste a inauguré son QG avenue de Ségur à Paris. Le but de cette opération très médiatique, donner une image d'unité après la cacophonie de ces derniers jours. Reportage Chloé Buffard. Opération porte ouverte au siège de campagne de François Hollande. Un hôtel particulier, 1000 m² dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Loyer 40 000 € par mois. Bonjour à tous, bonjour. Des anciens premiers ministres aux anciens rivaux à la primaire, tous les ténors ont fait le déplacement. Une image d'unité pour faire oublier les couacs sur le quotient familial. La France, c'est la République, c'est l'égalité. Et je pense que beaucoup d'hommes et de femmes, qu'ils soient à droite ou qu'ils soient bien sûr à gauche, pensent comme moi que l'égalité apportée par la République à chacun, par la fiscalité, est très importante. Voilà, alors qu'on ne nous caricature pas. Oui, il faut une politique familiale en France, mais il faut qu'elle soit juste. François Hollande refuse de répondre aux critiques de la droite. Il est prêt pour la bataille des 100 jours avant la présidentielle. Le combat sera rude. Je le sais. Dans les comparaisons animalières, j'ai maintenant droit à toutes les catégories. Certains pensent même que je suis un danger pour la France. Belle conception de la démocratie. Il a dévoilé son slogan « Le changement, c'est maintenant », une référence au célèbre « Changer la vie » de François Mitterrand. Ce slogan, vous le trouvez bien, le changement, c'est maintenant? Je lève la tête là pour le découvrir. Oui, enfin c'est dans 100 jours en tout cas. Hein. Le candidat présentera son programme fin janvier, un texte inspiré du projet socialiste et qui tiendra compte du contexte économique. Alors Didier Guillaume, vous y étiez, vous étiez présent lors de cette inauguration. Cette image d'unité, ça change de 2007 finalement? Est-ce qu'on a soldé les comptes du passé au Parti socialiste? Je pense que les socialistes ont tiré les leçons, les enseignements du passé. Le début de campagne, l'entrée en campagne de Ségolène Royal en 2007 n'avait pas été bonne. Le Parti socialiste n'était pas rassemblé derrière Ségolène Royal. Et moi, je l'ai beaucoup reproché. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les primaires citoyennes qui ont été organisées ont donné de la force à François Hollande. Et aujourd'hui, tout le monde est derrière. Même Martine Aubry. Même Martine Aubry. Vous l'avez vu encore à ses vœux en début de semaine. Bien sûr, l'enjeu aujourd'hui, il est de faire en sorte qu'il y ait un changement, que le changement soit maintenant en France et qu'il y ait une autre politique pour notre pays. Oui, j'en ai profité pour vous le rappeler. On a bien compris. Vous trouvez que c'est un début de campagne réussi au François Hollande? Mais la campagne n'a pas démarré encore. La campagne démarrera. La campagne de François Hollande n'a pas démarré. La campagne a démarré à l'ouverture du local il y a de cela quelques jours. On est en train de faire le programme. Le début de campagne est très bon. Vous savez, beaucoup de candidats socialistes, dans les années passées, auraient aimé se retrouver à 100 jours du premier tour avec 27 ou 28% d'intention de vote au premier tour et avec 57% d'intention de vote au deuxième tour. L'accord électoral avec les Verts, on ne considère pas que c'est un début de campagne. C'était avant, c'est le passé, les couacs du passé, tout ça c'est fini, on fait table rase. Je vais vous parler très franchement, mais vraiment très franchement, parce qu'il ne faut pas faire de langue de bois aujourd'hui, plus personne ne l'accepte. Il y a des choses qui ont été faites qui n'ont pas été bien faites. Et François Hollande est en train de rectifier le tir sur plein de sujets, notamment l'accord entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts ne correspond pas à la volonté totale sur le nucléaire, par exemple, de ce qu'aurait fait François Hollande. Eh bien, ça va se rectifier. Il faut bien considérer qu'il y a deux choses. Il y a l'accord entre les partis politiques pour les législatives, qui sont essentielles, une majorité de gauche pour accompagner la politique du président Hollande, et puis il y a la campagne du candidat François Hollande et ses propres orientations. Vous savez, il y a un débat qui est... Vous attendez beaucoup de la présentation du programme pour améliorer l'image du candidat. Moi, j'attends beaucoup parce que je vais vous faire une confidence. François Hollande va vous surprendre, va nous surprendre et il va surprendre les Français. Sur quel niveau? Beaucoup de Français disent, on l'entend, il est mou, il n'a pas tranché, puis on nous rabat les oreilles tous les jours dans les médias et vous verrez que François Hollande a déjà donné des exemples, mais il sait trancher, il aura la capacité de rassembler tout le monde, de cliver lorsqu'il y aura besoin. Il a dit clairement, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds.
ni par les uns, ni par les autres. Il va nous surprendre dans sa façon d'aborder cette campagne présidentielle, comme jamais cela a été le cas encore. Donc il va nous dire, j'ai changé, je suis devenu plus fort. Non, on ne va pas recommencer, reprendre les habits d'autres, je n'ai pas changé. La question est tout simplement de dire, je suis maintenant investi par les citoyens de gauche qui ont voté pour moi, pour une chose, je veux être une chance pour la France en étant président de la République. C'est de ça dont il s'agit. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Alors, mercredi, toujours, c'était les vœux du président de l'Assemblée, Bernard Accoyer. Là encore, à 100 jours de l'élection présidentielle, la tonalité est à l'offensive. Bernard Accoyer parle de conséquences comparables à celles d'une guerre si le rendez-vous 2012 est manqué. La réaction des socialistes est immédiate. Jean-Baptiste Daoulas. Tout est parti d'une phrase prononcée par Bernard Accoyer dans son discours de vœux. Le président de l'Assemblée nationale s'inquiète pour le quotient familial, la politique familiale et l'industrie nucléaire française après les élections de 2012. Et il enchaîne. Ne nous y trompons pas. Si nous ratons ce rendez-vous de la responsabilité et du courage, les conséquences économiques et sociales pourraient être comparables à celles provoquées par une guerre. Bernard Accoyer ne parle pas directement d'une victoire de la gauche, mais les socialistes, eux, se sentent visés par la métaphore guerrière. Hors de question de laisser passer la petite phrase. Et qu'est-ce que c'est que cette conception de la démocratie? Moi je demande que M. Accoyer, s'il veut être digne de la fonction qu'il occupe, retire ses propos et présente ses excuses. Mais pas seulement à nous ou à François Hollande, qu'il les présente aux Français. Parce que la démocratie, c'est un bien précieux. La démocratie, ça se respecte. Voter, débattre, ça fait partie, bien entendu, de la base de la démocratie. La petite phrase de Bernard Accoyer a même donné lieu à un communiqué plutôt étonné de la part du président socialiste du Sénat, Jean-Pierre Bel. Face à la polémique, Bernard Accoyer maintient pourtant ses propos. Je pense que mes propos ont été tronqués ou déformés, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne stigmatise personne. Je dis que la situation est telle qu'en l'absence de prise en compte de cette situation, par quelque majorité ou quelque président que ce soit, les conséquences pour la France et les Français seraient considérables. La campagne 2012 est bel et bien lancée. Plus que jamais, chaque déclaration devra être pesée au mot près. Didier Guillaume, vous avez été convaincu par la dernière explication de Bernard Accoyer qu'il a répété cette semaine. Il n'en voulait pas du tout aux socialistes. Il disait juste que c'est le contexte économique, si on n'y faisait pas face, qui amenait à des conséquences de guerre. Vous savez, il y a 30 ans, on nous a fait le coup des chars soviétiques sur les Champs-Élysées à la place de la Concorde si François Mitterrand était élu. Ressortir des vieilles recettes éculées, si ce n'était pas honteux de l'avoir fait comme cela, ça pourrait nous faire rire. Mais franchement, moi, mon père a été résistant. Il a fait la guerre, il s'est battu pour la France. Et nous, dans la région Rhône-Alpes et dans la Drôme, on connaît ce qu'est le Vercors, ce que sont les maquis. Prendre cet exemple-là, c'est pas digne d'un président de l'Assemblée nationale. C'est une maladresse. Mais c'est pas une maladresse lorsqu'on n'y revient pas derrière et lorsque l'on ne s'excuse pas. D'ailleurs, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les propos du président de la République il y a 2 ou 3 jours à Lille lorsqu'il est intervenu. Moi, je pense que le président Accoyer, s'il veut garder de la crédibilité pour les quelques semaines qui restent à la présidence de l'Assemblée nationale, devait vraiment s'excuser ou retirer cette phrase. Alors tous les mots sont importants, en politique comme ailleurs, mais en ce moment tout particulièrement, parce qu'on voit qu'on s'engouffre très facilement dans la moindre maladresse, si on estime que c'est... C'est ce que nous disions tout à l'heure, il faut faire très attention, notamment du 4e personnage de l'État. Alors vous parliez justement de la réaction de Nicolas Sarkozy. Alors ce climat politique très tendu a suscité un échange verbal plutôt étonnant. Nicolas Sarkozy était à Lille pour ses vœux aux fonctionnaires, il a évidemment croisé la maire de Lille, Martine Aubry, et voilà ce que ça a donné, on écoute. Vous avez dit vos derniers mots, ça fait partager à M. Accoyer, ce serait bien. Et si on pouvait arriver à monter le niveau de ce débat, la République et la France gagnerait. Je partage votre avis. Merci, on ne parle jamais de vous. La fraternité, M. Accoyer parle. Moi j'y veille, c'est très émouvant. Voilà, ils ne sont pas très bons, mais sous-titrés. Donc il partage cet avis sur Bernard Accoyer, il le désavoue. C'est un échange étonnant. Il le désavoue totalement. Ça a été amusant cet échange d'ailleurs, entre la leader de l'opposition et le chef de la majorité. Mais je pense que c'est bien aussi que dans un climat comme cela, à 100 jours de la présidentielle, eh bien, les responsables politiques puissent se parler.
C'est un échange républicain. Le président de la République va à Lille. Martine Aubry lui a dit très courageusement ce qu'il en était. Il n'aura pas un deuxième vélo cette année parce qu'elle n'est pas d'humeur à lui offrir un nouveau cadeau vu ce qu'il a fait aux Français. Et puis là-dessus, dire calmez vos troupes, quoi. Ça va quand même un peu loin. Et justement, certains à gauche, au Parti Socialiste, disent vous voyez, si ça avait été Martine Aubry face à Nicolas Sarkozy, voilà ce que ça aurait pu être. Je ne comprends pas la question. Peut-être que Martine Aubry aurait pu être une candidate plus musclée, peut-être que François Hollande. Et pourquoi vous dites ça? C'est les gens du Parti Socialiste qui en parlent. Les gens du Parti Socialiste, quels gens du Parti Socialiste? Des députés, des sénateurs. Peut-être, mais ce que je constate aujourd'hui, c'était que le président de la République était à Lille. Tant mieux si Martine Aubry réagit comme cela. Moi, j'ai confiance en elle. Sauf que la démocratie, le peuple a tranché. Et que c'est François Hollande le candidat. Et je vous le disais tout à l'heure, vous verrez, lorsqu'il aura à débattre face à Nicolas Sarkozy, ce qu'il en est. Et je pense que plus personne ne dira cela parce qu'ils se diront finalement, évidemment, nous avons le meilleur candidat. Et sur ce climat de campagne, Roselyne Bachelot, une ministre qui dit on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais évidemment, on est dans un monde difficile. Et c'est rien ce que nous vivons en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et qu'à le voir tous les jours. Entre Mme Clinton et M. Obama, lors de la primaire, c'était chaud. Et entre les candidats, c'est chaud. Donc ça veut dire qu'à gauche comme à droite, on accepte que ce soit un climat, on va dire, un petit peu engagé. Il faut de la différenciation. Du clivage, c'est ça peut-être? Il faut du clivage. Il faut qu'entre la droite et la gauche, on voit qu'il y a une différence. Mais cela ne doit pas laisser la porte ouverte à ce que vous appelez dans votre jargon les snipers, à toutes celles et tous ceux qui vont flinguer tous les jours. Je pense que la démocratie n'a pas besoin de ça. Et regardez quand même qui attaque et qui est le plus dur, et regardez parallèlement pourquoi le Front National monte. Il faut peut-être se poser des questions aussi. Alors mercredi, la tournée des vœux de Nicolas Sarkozy se poursuit. Il recevait à l'Élysée les parlementaires, l'occasion pour le président de donner quelques bons points aux députés comme aux sénateurs. Écoutez. Le changement de majorité au Sénat, Monsieur le Président, en septembre dernier, n'est que la dernière illustration de la longue série des exemples qui démontrent que nos institutions relèvent d'un subtil équilibre qu'il serait absolument insensé de vouloir bouleverser. Je ne doute pas d'ailleurs que ceux qui plaidaient, il y a peu encore, pour la disparition du Sénat, verront dans l'alternance au Sénat une raison de préserver une institution bien utile à l'équilibre de notre République. Alors Didier Guillaume, c'est plutôt un satisfecit même pour le Sénat passé à gauche? C'est bien. Je pense que lorsque les choses, on les entend comme cela, il faut se dire, c'est bien, le président de la République se rend compte qu'il était utile d'avoir une alternance au Sénat et que le Sénat a bien travaillé, contrairement à ce que l'on entend tous les jours par certains membres de la majorité. Là, ça fait 2 fois dans la semaine qu'il apaise le jeu là, entre Bernard Accoyer et vous ne croyez pas que c'est une petite tactique quand même? Justement, vous posez la question peut-être. Je pense que c'est très tactique. Mais cela dit, ce qui est dit... Il y a le rôle du président. C'est le rôle du président. Que le président se dise Accoyer à déraper et dise finalement au Sénat on y travaille bien. C'est plutôt bien pour nous, ça renforce notre argumentation. Vous pensez qu'il le pense vraiment, que le sénateur travaille bien? Parce que vous lui avez quand même tout détricoté là. Je vous disais que ça me semblait être de la tactique. Donc on vit dans un monde aussi d'apparence. Il a également dit, et ça vous intéresse peut-être au premier chef, que les élus locaux seraient bientôt reçus pour leur demander de faire des efforts en temps de crise. Vous qui êtes aussi président du Conseil général de la Drôme, est-ce que vous allez aller à cette rencontre avec Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous serez prêt à faire des efforts? Mais ce sont aux élus locaux de recevoir Sarkozy, pour qu'il s'explique sur ce qu'il a fait, ce qu'il a détricoté pendant son mandat. Qu'est-ce que c'est cette histoire où le président de la République va recevoir les élus locaux? C'est son droit et les associations iront vraisemblablement. Mais enfin, c'est se ficher de la figure du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas une collectivité locale qui ne fait pas d'efforts, qui ne gère pas au plus serré. La dette des collectivités locales, il n'y en a quasiment pas. La dette de l'État augmente tous les jours. Donc je pense vraiment que là pas d'efforts supplémentaires à faire. C'est une opération de communication. Les élus locaux font des efforts tous les jours. Et s'ils doivent en faire encore, ils en feront. Parce que ce sont de bons gestionnaires, globalement, à 99%. Mais c'est quand même là aussi une opération tactique. J'ai perdu le Sénat. Les élus locaux
condamnent ma politique, donc je vais les recevoir pour leur expliquer que nous sommes en phase. C'est quand même des drôles de façons de procéder. Alors, le premier groupe écologiste de l'histoire du Parlement français s'est constitué formellement ce mercredi. Il s'appelle le groupe écologiste, ils sont 10. Ils veulent transformer le Sénat en chambre des régions. Et c'est le numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Vincent Placé, qui va en prendre la présidence. Vous avez beaucoup négocié avec les Verts à l'occasion du passage à gauche du Sénat. On se rappelle, vous leur souhaitez bon courage. À 10, ça va être compliqué de gérer tout ce qu'il y a à faire au Sénat, que ce soit d'être présent en commission, dans l'hémicycle. Ça va être compliqué. Hein. Je le leur ai dit lorsque nous avons discuté dans la semaine des sénatoriales. Mais c'est un choix politique. Il y a un accord politique, un groupe au Sénat, un groupe à l'Assemblée. La gauche est plurielle, pour reprendre un mot ancien. Et donc c'est normal que les écologistes aient leur groupe au Sénat. Ils sont 10. Ça sera sans aucun doute difficile. Lorsque l'on voit l'activité. C'est normal qu'ils aient leur groupe au Sénat, parce que quand on voit leur audience en ce moment au niveau national, qui est quand même extrêmement bas dans les intentions de sondage, est-ce qu'il est normal qu'ils aient comme ça un groupe dans les deux assemblées aujourd'hui? Oui, parce que c'est une formation politique qui est représentée au niveau national. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les intentions de vote, Madame Joly fait un très faible score. Mais reconnaissons quand même qu'aux européennes, qu'aux régionales, que dans les autres élections, aux élections cantonales, aux municipales, les écologistes sont présents. Donc c'est bien qu'ils soient représentés au Parlement. Maintenant, pour répondre à votre question, ça sera sûrement dur pour eux de tout assumer. Mais ils auront leur autonomie, notamment sur les votes. Je prends juste un exemple. Il y a bientôt ce texte sanctionnant la négation du génocide, et par exemple le génocide arménien. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Ils voteront contre. Le Parti socialiste, a priori, votera pour. Oui. Vous voyez là un problème par rapport aux Verts? Non, mais là, nous sommes avec des groupes politiques au Parlement, et chaque groupe politique, à partir du moment où il existe, est autonome. Par contre, nous mettons en place une coordination des groupes de la majorité, où les présidents de groupe vont se voir régulièrement afin d'affiner nos positions et de regarder les choses. Et puis sur les sujets qui comprennent vraiment les fondements même, les questions de morale, les questions individuelles, eh bien évidemment, les groupes auront leur liberté de vote parce que c'est la démocratie. Allez, en ce mercredi, toujours, c'est le quotidien Le Monde qui révèle une affaire qui met en cause l'IGS, la police des polices, accusée d'avoir truqué une enquête pour compromettre 4 policiers proches des socialistes. Dans le collimateur des juges, Michel Gaudin, actuel préfet de police de Paris et proche de Nicolas Sarkozy. Explication d'Ahmed Tazir. À l'Assemblée nationale, Daniel Vaillant sort de sa discrétion. Pour lui, il n'y a aucun doute. L'enquête de la police des polices sur 3 fonctionnaires proches de lui est une manipulation dont il est lui aussi victime. Je crois savoir qu'il y a eu des procès-verbaux falsifiés. Par exemple, c'est quand même pas une petite affaire, surtout qu'il y a eu d'autres petites affaires concernant l'IGS et ses dérives, notamment dans la fameuse affaire des Fadettes. Donc il y a récidive, réitération, ce qui veut dire qu'il y a un vrai problème. Et je pense qu'il faut prendre que le ministre de l'Intérieur, en dehors de la réparation qu'il doit aux victimes, il faut qu'il prenne des dispositions immédiates par rapport à cette institution qui m'apparaît comme peu fiable. Retour sur les faits. Nous sommes au lendemain de l'élection présidentielle de 2007. 3 fonctionnaires de police proches du Parti socialiste sont accusés de corruption sur des titres de séjour. L'IGS mène l'enquête et aurait, selon le journal Le Monde, trafiqué des procès-verbaux pour accabler les fonctionnaires de police proches du PS. L'enquête mènera à un non-lieu. Les fonctionnaires de gauche seront blanchis. Les regards sont désormais braqués sur les policiers de droite. Ciblé cette fois, Michel Gaudin, le préfet de police de Paris, un proche de Nicolas Sarkozy qui serait au cœur des accusations de trucage du dossier. À l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur défend son subordonné. Le préfet de police usera de son droit de réponse auprès du journal qui a publié ces indications. Il se réserve de donner les suites judiciaires appropriées. Mais je voudrais rappeler un principe de notre République, c'est que quand la justice est saisie, on la laisse travailler. Dans les couloirs des 4 colonnes, à droite, on tente de calmer le jeu. Moi, je vois dans ce dossier aucun lien avec la politique. Laissons en toute indépendance la justice travailler. Et voici la police des polices censée démasquer les ripoux, accusés d'être ripoux elle-même. Après l'histoire des Fadettes, un scandale de plus qui risque d'embarrasser Nicolas Sarkozy à 3 mois de la présidentielle. Alors Bruno Leroux, porte-parole de campagne de François Hollande, a mis directement en cause Claude Guéant en disant qu'il était à l'époque au cœur de l'affaire. À l'époque, il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Claude Guéant menace de porter plainte pour diffamation. Est-ce qu'il faut voir la main du politique dans cette affaire ?
Il n'y a pas de fumée sans feu, aurait dit ma grand-mère. Donc il y a une enquête en cours, il faut la laisser se dérouler. Mais enfin, cela commence à faire beaucoup. Où est la République irréprochable? Lorsqu'on voit l'affaire du Monde et des Fadettes, lorsque l'on voit cela, il y a quand même un faisceau de présomptions qui font que vraisemblablement, la main du politique est derrière tout cela. Mais vraisemblablement, on n'en sait rien. Donc l'enquête est en cours, ça risque de durer un peu. Je pense que tout ça, ça crée aussi un mauvais climat. Et quand à l'heure vous me posiez la question du Front National, ça aussi, ça y participe. Les Français ne veulent pas de tous ces passe-droits. Le président du groupe socialiste au Sénat parle d'une utilisation de la police à des fins partisanes. C'est peut-être un peu dur, non? Est-ce pas un peu réel? N'est-ce pas un peu réel? C'est ça qu'il faut regarder. Alors c'est sûrement dur, mais la situation aujourd'hui est dure. Lorsque l'on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la police au plus haut niveau de l'État, on peut se poser des questions. Moi, je n'ai pas de réponse, je ne suis pas un spécialiste, donc nous allons attendre. Enfin, il y a un faisceau, quand même, de oui, c'est un faisceau, il n'y a pas vraiment de réponse. Non, aucunement. On sent là quand même une utilisation de cette affaire aussi, à des fins partisanes là aussi. Mais c'est sur la place publique. Le journal Le Monde l'a révélé. Il y a eu des articles dans Libération, donc à partir de là, c'est sur la place publique. Ça fait partie du domaine public. Et à partir de là, nous avons besoin, nous, de nous poser certaines questions. Et c'est étonnant de voir sortir maintenant, à justement 100 jours de la présidentielle. Je ne peux pas vous dire, c'est la responsabilité des journalistes. Mais c'est quand même un peu étonnant, surtout, de s'apercevoir qu'il y a de quoi se poser des questions sur ce qui peut se passer. Voilà. C'est gravissime, tout cela. Hein. On va passer au jeudi. Le Sénat se penche sur les comptes de campagne. Voté à l'Assemblée et amendé par la gauche au Sénat, le projet de loi prévoit le contrôle des budgets de campagne pour les prétendants à l'Élysée. Jeudi, la gauche a profité de ce débat pour dénoncer l'utilisation des moyens de l'État par Nicolas Sarkozy, candidat encore non déclaré. Des explications de Sandra Cerquera. La commission des comptes de campagne l'a affirmé. Les déplacements de Nicolas Sarkozy pourront être intégrés à son futur budget de candidat. Un avis qui n'a rien de contraignant. Alors au Sénat, la gauche veut passer par la loi. Un des amendements votés aujourd'hui précise que toutes les dépenses engagées 12 mois avant un scrutin ont bien un caractère électoral. La fréquence des déplacements du président de la République s'est accélérée depuis plusieurs mois. Notre collègue René Dosière à l'Assemblée nationale a tenu un comptage précis. Il nous indique que durant les 3 premières années de la présidence, la moyenne était d'une 50aine de déplacements par an. Et, subitement, dans l'année qui précède les élections, ces déplacements sont passés à plus de 70, avec évidemment un net accroissement en cette période de nouvelle année. Le gouvernement n'avait pas l'intention, au travers de ce texte, de redéfinir les règles de fonctionnement de la Ve République, de redéfinir les prérogatives du chef de l'État. La majorité de gauche au Sénat profite du projet de loi du gouvernement sur les comptes de campagne pour critiquer Nicolas Sarkozy, président pas encore déclaré, mais qui ferait campagne aux frais de l'État. Selon le député PS René Dosière, une visite du président en France coûterait près de 93 000 €. Mais en 2012, les candidats à la présidentielle devront se serrer la ceinture, en plus d'une diminution de 5% du remboursement des frais de campagne. Un gel des plafonds de dépenses a été mis en place, rigueur oblige. Ces 2 amendements, Didier Guillaume, qui ont été votés au Sénat, ce ne sont pas des amendements spéciaux contre Nicolas Sarkozy? Ils ne sont pas spéciaux contre Nicolas Sarkozy, mais enfin ils tiennent compte de la réalité des choses. D'abord, je dois dire ici qu'en période de crise, tout le monde doit faire des efforts et qu'il est bien que l'État rembourse pas autant que les autres années les comptes de campagne des candidats. C'est une bonne chose et nous sommes tous d'accord. Sur le reste, le projet de loi du gouvernement était déjà bien à la base. Absolument, oui, puisque nous étions d'accord avec ce projet de loi, pourquoi pas. Quand c'est bon, nous le disons. Par contre, moi je vais vous dire, j'ai assisté à une visite officielle du président de la République dans la Drôme, au Tricastin, parlant du nucléaire. J'étais là de façon républicaine pour accueillir le président de la République. J'ai assisté à un meeting du candidat UMP, c'est très clair. Donc ce que disent nos porte-paroles sur ce sujet, c'est qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui nous nous posions la question sur tous ces déplacements accélérés, un jour ici, un autre jour là. Ce sont de la pré-campagne, c'est de la pré-campagne présidentielle. C'est pour alerter les gens ou c'est aussi parce qu'il y a cette campagne, encore une fois, présidentielle qui arrive? C'est les deux choses. C'est sur le fond, je pense que nous avons besoin de mettre des règles plus strictes et plus claires dans la démocratie. Et ensuite aussi parce que de qui se moque-t-on, quoi?
Le président de la République va annoncer sa candidature dans 1 mois, dans 2 mois, pourquoi pas d'ailleurs la veille du premier tour. Alors tout le monde sait très bien aujourd'hui qu'il est en campagne et qu'il fait tous les jours un discours de campagne. Lorsqu'il cogne sur François Hollande sur le quotient familial en début de semaine, eh bien, c'est un discours de campagne électorale. Sachant que ces dispositions ont fort peu de chances d'être adoptées en retour à l'Assemblée. On va peut-être parler du futur immédiat. Vont arriver certainement dans l'hémicycle à l'Assemblée et au Sénat, notamment le projet de loi sur la TVA sociale qui sera inclus dans le collectif budgétaire, sûrement début mars. Inutile de demander si vous allez voter contre. Et là encore, détricoter à votre niveau de sénateur Non, mais nous n'allons pas détricoter, nous allons faire de la politique cohérente. La TVA sociale est une TVA antisociale. Il y a tromperie sur la marchandise. Tous les Français paieront plus de TVA. Et même lorsqu'on regarde les déclarations de certains ministres, de Jean-François Copé, qui n'est pas ministre en 2010, où il dit que c'est une erreur, de François Baroin, qui dit que pour qu'elle soit efficace, il faudrait l'augmenter de 5%, de François Fillon, qui dit que si on l'augmente en 2011, il dit si on l'augmente, il y aura trop de différence avec l'Allemagne. Il y a Manuel Valls qui s'était prononcé pour mais la TVA sociale. Bien sûr, il y a un certain Manuel Valls, mais je rappelle quand même qu'aujourd'hui, ce n'est pas Manuel Valls qui... C'est une mauvaise idée, la TVA sociale? C'est une très mauvaise idée. Et je pense que Manuel Valls s'est trompé. C'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée pour les entreprises et pour les citoyens français. Dire aux Français aujourd'hui que l'on va augmenter les prélèvements qui toucheront là encore ceux qui ont le moins, c'est une très mauvaise idée. Ça fait de la précipitation selon vous? Là, bien sûr. Mais c'est une fois de plus un argument électoral pour dire je vais faire quelque chose, je bouge. Tous les jours, je fais une proposition pour montrer que je ne suis pas immobile. Ils ne veulent pas de cible immobile, ils veulent une cible qui bouge. Alors pour bouger, elle bouge. On n'arrive d'ailleurs pas à la rattraper. Et même d'ailleurs les amis de M. Sarkozy et ses propres, les plus proches amis, n'arrivent pas à savoir où ils vont, puisque là, pour l'incohérence, il y en a beaucoup. Alors, pour finir, Didier Guillaume, nous allons parler un petit peu de la une de Libération de vendredi. Nicolas Sarkozy qui envisagerait d'inscrire le mariage gay dans son programme de candidat pour humaniser son image, analyse le quotidien. Là, il va clairement chasser sur les terres du PS. Si c'est une position de fond et objective, il a raison. J'y suis favorable et nous y sommes favorables. Si c'est un nouveau coup, je pense que les problèmes de société valent beaucoup mieux qu'un coup électoral. En tout cas, on peut dire que ça va faire parler et que le débat va être ouvert. J'ai entendu Mme Boutin qui disait ce matin que c'était un casus belli pour elle, qu'il y a beaucoup de gens dans l'UMP qui ne sont pas favorables. Nous avons... Valérie Pécresse a d'ailleurs démenti que Nicolas Sarkozy ait dit ça, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de députés qui ont appuyé cette... On sait que c'est en discussion. En tout cas, nous, ce que nous disons très clairement, c'est que la famille aujourd'hui, elle a changé. Elle a changé. Il faut tenir compte de ces changements de la famille. Ce n'est plus la famille, c'est aussi une famille d'un seul sexe, soit des femmes ou des hommes. François Hollande aussi va l'inscrire. François Hollande va l'inscrire, le mariage homosexuel, et il faudra avancer vers l'adoption pour les couples homosexuels, c'est tellement évident. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de couples homosexuels qui ont des enfants. Enfin, il faut regarder la réalité en face. Je pense que ce débat, c'est un débat de société moderne. Et je vous disais au début de notre entretien que cette prochaine campagne présidentielle, qui approche à 100 jours, doit partir sur des bases totalement différentes de celles que l'on a connues. Il faut renverser la table, il faut décoiffer, il faut présenter des choses totalement nouvelles, remettre en cause des dogmes qui nous ont mis dans le mur depuis 20 ans. C'est peut-être ce que fait le président de la République avec cette proposition. Si cette proposition venait au Parlement avant la fin de la session, vraisemblablement nous la voterons, bien sûr. Bon, en tout cas, on a bien retenu que vous avez dit au cours de cette émission que François Hollande allait nous surprendre, donc on attend. Il va vous surprendre, et vous verrez, dans ses propositions, dans sa façon d'aborder les choses et dans son caractère tranchant. Je pense qu'il faut de la différenciation, mais il va vous surprendre aussi par la modernité et les nouveautés dans son programme. Didier Guillaume, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Mais pour finir cette émission, nous voulions quand même rendre un hommage à notre confrère de France Télévisions, Gilles Jacquier, tué ce mercredi à Homs, en Syrie. Alors qu'il était en reportage, les autorités syriennes ont annoncé jeudi la création d'une commission d'enquête sur les circonstances de la mort de ce journaliste français. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Aude. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Parlement Hebdo. Bon week-end à tous. Au revoir.